Normandie, 8 août 1944. L'air sentait la poussière et le métal fondu tandis que le capitaine Michael Wittmann a serré les gants en cuir contre le canon Tiger 007, ses yeux collés sur l'objectif ZES. Ce n'est pas la peur qui a fait trembler ses mains, mais la compréhension brutale qu'il a volé de l'aube. Ils ne se sont pas arrêtés. Je ne m'arrêtais jamais. Pendant 3 heures sans fin, leurs 4 tigres avaient récolté Sherman comme s'ils étaient des cibles dans un camp d'entraînement. 27 carcasses fumantes étaient dispersées sur la route Confal, un cimetière en acier. Chaque tigre avait abattu au moins 6 ennemis. Par les manuels tactiques qu'il avait décorés à l'école blindée, c'était une victoire écrasante. Le ratio d'échange bordait l'absurde, 7 par 1. Mais à travers l'objectif, Wittmann a vu l'inévitable, 48 Sherman avançaient sur 3 fronts distincts, des équipes inexpérimentées, des munitions intactes, un blindage brillant. En arrière-plan, des nuages de poussière ont annoncé que plus de colonnes s'approchaient. Ces tigres avaient à peine 12 projectiles perforants à se diviser. Les réservoirs de réserve? Inexistants. Le carburant pour les manœuvres? Presque zéro. Ce n'était plus une bataille de stratégie, mais une phrase mathématique écrite dans des feuilles de calcul de production où le génie tactique n'avait pas de poids. Ce que Wittmann a été témoin, et que tous les commandants allemands assisteraient bientôt à chaque front, ce n'était pas un combat, mais l'exécution froide d'une équation industrielle qui écraserait Wehrmacht pour le volume simple. En quelques minutes, Michael Wittmann serait mort, son légendaire tigre s'est réduit à la ferraille pour un Sherman Firefly, peut-être des forces canadiennes, peut-être des Américains Yeomanry Northamptonshire. Les historiens discutent toujours de l'auteur du coup d'état final, mais leur dernière diffusion, enregistrée à 12h47, résumerait le désespoir d'une génération de tankies allemands échangés de munitions. Ennemis avec des fournitures illimitées. Cette histoire de supériorité technique germanique a commencé le 26 mai 1941 dans le refuge alpin d'Hitler, le Berghof. Là, Ferdinand Porsche et Henschel ont présenté les prototypes de ce qui allait devenir Tigre. Le Führer, fasciné par le canon de 88 mm et le bouclier impénétrable, a immédiatement décrété « Ce réservoir vaut un bataillon entier ». Un seul Tigre détruira une douzaine de véhicules ennemis. L'ordre suivant, qualité supérieure à la quantité, scellerait l'erreur mortelle de l'Allemagne. Chaque Tigre serait un chef-d'œuvre de l'artisanat, sculpté à la main par des artisans, invincibles sur le terrain. Les Américains, garantis à Hitler des généraux, ne correspondront jamais à l'excellence germanique. Leurs chars ne seraient que des canettes de Détroit sur des tapis roulants dans les mots cyniques de Goebbels. Le premier Tigre est sorti de la chaîne de montage en Shell Factory le 4 août 1942, après 300 000 heures de travail. 26 000 pièces individuelles, transmission ajustée millimétriquement par des maîtres, plaques de blindage précises chirurgicales pendant des jours. Seul le système de roues entrelacées, a demandé qui a distribué les 57 tonnes de l'assemblage requis par le monstre si complexe que seuls les travailleurs vétérans pouvaient l'exécuter. Oberst Wolfgang Thomall, après avoir testé le prototype de Kummersdorf, a marqué dans son rapport, c'est le sommet de l'ingénierie allemande. Aucun ennemi ne lui résistera. Si nous produisons 100 par mois, la guerre est gagnée. L'Allemagne ne ferait jamais 100 tigres en un seul mois. Le dossier, atteint en avril 1944 après 2 ans d'optimisation, était de 104 unités. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, les usines américaines crachent 2000 Sherman, un mois. La philosophie derrière ce miracle industriel n'est pas née au siège, mais une connexion téléphonique. Le 28 mai 1940, le président de William Knudsen formait du président général Motor Roosevelt, Bill, j'ai besoin de venir à Washington. Nous construire 50 000 avions et 50 000 chars. La réponse de Knudsen définirait le sort de la guerre, Seigneur. Président, nous ne ferons pas de notre mieux, mais nous ferons le plus nombreux. Et ils seront si simples que tout garçon de l'Iowa peut les réparer avec un tournevis et l'accent ajouté. Sherman est né de ce principe. Lors de la réunion de conception d'Aberdeen le 31 août 1940, les ingénieurs militaires ont presque eu une attaque lorsque l'ordonnance de l'armée a présenté les exigences, des pièces interchangeables parmi tous les modèles, des moteurs qui fonctionnaient avec n'importe quel carburant, des soldats sans précision millimétrique, des tapis roulants remplaçables, une bague Toyota conçue pour de futures mises à jour. Le major général Gladion Barnes était simple, je ne veux pas d'un réservoir parfait. Je veux un réservoir suffisant, comme nécessaire pour en produire 1 millier toutes les centaines que les Allemands. C'est fiable, abordable et monticule. L'abîme entre les deux vues était évidente dans les usines elles-mêmes. Dans l'usine de Henschel, 9000 travailleurs spécialisés ont travaillé comme dans une guilde médiévale élargie.
Les maîtres ont supervisé les apprentis, chaque réservoir était pratiquement sculpté à la main. France Le Har, qui y a travaillé avant d'être recruté, se souvient, nous avons passé 3 jours juste dans le montage final de transmission. Chaque équipement a été vérifié avec des micromètres, chaque soudure inspectée 3 fois. Nous avons peint les numéros d'identification des mains. Ce n'était pas de la production de masse. C'était de l'art. Déjà dans l'arsenal de tanks Détroit, inauguré par Chrysler le 15 septembre 1941, la réalité était différente. Une structure de 1,25 million de pieds carrés, plus grande que toutes les usines de réservoirs allemands ensemble, où il n'y avait pas de place pour les artisans. À leur place, les anciens travailleurs automobiles, les femmes au foyer, les adolescents et tous ceux qui pouvaient gérer un pistolet rivé ou une torche. Roswell Monroe, la future Rosie, le chauffeur Reb, a décrit sa routine, je n'avais jamais vu de réservoir avant de commencer à les faire. Ils ont donné 2 jours de formation et nous ont jetés sur la ligne. Tout était divisé en étapes simples, j'ai soudé une couture, le réservoir a avancé, un autre soudage ce qui suit. Nous avons terminé 1 sur 4 heures. L'impossible s'est produit là-bas, la production de réservoirs de série, comme les voitures. Chrysler Engineer a adapté les techniques de l'industrie automobile, décomposant Sherman dans les modules. Les sous-ensembles ont été montés sur des lignes parallèles, puis rejoints dans la dernière étape. De l'acier brut au réservoir prêt, 48 heures. Alors que l'Allemagne poulie à chaque tigre comme un joyau rare, les États-Unis ont inondé les champs de bataille avec un nom parfait, non défensif mais écrasant, mais écrasant. Et c'est ce déluge, pas le génie tactique, qui a décidé la guerre. Jusqu'en décembre 1942, les chiffres ont déjà raconté une histoire que les commandants allemands ont refusé de croire. Seuls les chars de Détroit Arsenal ont produit 896 Sherman par mois, plus de 2 fois plus de rapports de renseignement allemands estimés. Mais ce n'était pas seulement Détroit. 11 usines américaines ont travaillé au rythme de la guerre, Chrysler, avec ses 896 mois, Fisher Body, à Grand Blanc, avec 385, travaux de locomotives, 165, la société de voitures en acier pressé, avec 320, voitures et fonderies du Pacifique, avec 280, la machine fédérale et le soudeur, avec 240, l'American Locomotive Company, avec 310, Baldwin Locomotive Works, avec 205, The Pullman Standard Car Company, avec 385 autres, et, traversant la frontière, les usines canadiennes Montréal Locomotive Works, 180, et Angus Shops, 145. Total mensuel en décembre 1942, 3500 Sherman. Pendant ce temps, l'Allemagne aurait pu fabriquer 34 Tigres par mois. Une proportion de 103 à 1. Lorsque le général-major Heinz Guderian, inspecteur général des troupes de Panzer, a reçu ces chiffres en janvier 1943, son journal à notation coupe, si ces données sont même à moitié vraies, nous avons déjà perdu la guerre. Et ce n'était pas seulement une question de quantité, c'était une cascade d'avantages secondaires qui multipliaient le pouvoir de Mérican. Avec des milliers de Sherman disponibles, les équipages se sont entraînés dans de vrais réservoirs, pas des simulacres. À la Fort Knox Armored Force School, des centaines de Sherman ont été consacrés exclusivement à la formation. Pendant 12 semaines, les équipes ont appris chaque détail de leur machine, ils ont tiré des milliers de tirs dans les exercices de visée, dont les centaines de kilomètres sur diverses terres, ont démantelé et datant des composants jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de maintenir leurs yeux fermés. Le soldat Clarence Mouillet, qui s'est entraîné à Fort Knox en 1943, se souvient, nous avons détruit ces réservoirs d'entraînement jusqu'à ce qu'ils puissent le prendre. Nous conduisions jusqu'à ce que nous soyons rompus, nous conduisions à nouveau. Lorsque je suis à bord de la guerre, je savais que Sherman mieux que le tracteur de la ferme de ma famille. En Allemagne, l'histoire était différente. Avec une production qui dépassait à peine 100 tigres par mois au plus fort, les réservoirs d'entraînement étaient un luxe. À Putzlau, l'école blindée allemande, il n'y avait que 4 tigres pour former toutes les unités. Le sergent Gerhard Kurt Kleine de Schwer Panzerabteilung 503 a décrit son entraînement, nous avions 3 jours dans un vrai tigre. Le reste du temps a été passé à étudier des diagrammes et à nous asseoir sur des maquettes en bois. Lorsque nous avons reçu nos tigres en Russie, la moitié de l'équipe n'avait jamais connecté un moteur Maybach. Et la complexité n'a fait qu'aggraver les choses. Un Sherman comptait 15 000 pièces et nécessitait 50 outils de maintenance sur le terrain. Un tigre ? 26 000 pièces et 230 outils spécialisés. Alors qu'un Américain a atteint la compétence de base en 4 semaines, un Allemand avait besoin de 3 mois pour faire fonctionner un tigre, un moment que Wehrmacht n'avait pas. Le jour D,
le 6 juin 1944, a été le début de la démonstration mathématique qui écraserait les forces blindées allemandes. Les Alliés ont atterri avec 4000 chars, la plupart de Sherman et 8000 autres en attente en Angleterre. L'Allemagne, en réponse, a réuni le meilleur, 1347 Tigres produits depuis 1942, dont seulement 430 étaient opérationnels sur tous les fronts. En Normandie, les Allemands ont réussi à rassembler 102 Tigres. SS Oberscharführer Ernst Bachmann de Schwer SS Panzerabteilung 101 a été témoin de la réalité le 7 juin, près de Cagnagne, nous avons détruit 8 Sherman le matin. Dans l'après-midi, d'autres ont pris leur place. Le secret n'était pas au combat, mais dans le taux de remplacement. Lorsqu'un Sherman a été perdu, un nouveau est arrivé d'Angleterre en 48 heures. Le système, organisé par le colonel Joseph Gillom, a maintenu un stock de 2300 Sherman dans les dépôts britanniques. Les réservoirs endommagés ont été réparés à des heures par des ateliers mobiles ou simplement abandonnés en faveur de nouveaux véhicules. Lorsqu'un Tigre a été détruit, le remplacement a pris des semaines ou des mois, s'il est arrivé. Chaque Tigre nécessitait des wagons de transport spéciaux et le voyage en Allemagne en Normandie, dans des conditions idéales, a pris 5 jours. Avec des frappes aériennes alliées, cette date limite s'est étendue à des semaines. Sur les 45 Tigers envoyés en Normandie en juin 1944, seulement 17 sont arrivés intacts. L'épicentre de ce déséquilibre s'est produit le 13 juin 1944, lors de la bataille de Villars-Bocage, où l'action du lieutenant Michael Whitman a été célébrée comme l'apex de la guerre blinde allemande. En 15 minutes, leurs réservoirs ont détruit 14 chars britanniques, 15 transports de personnel et 2 canons anti-division. La propagande nazie a salué l'exploit comme preuve de « supériorité aérienne ». Mais ce qu'il ne comptait pas, c'est l'après. En 72 heures, la 7e division blindée britannique a reçu le remplacement complet de tous les véhicules perdus, prélevés sur les actions. La compagnie de Whitman, qui a perdu 3 Tigres dans les combats suivants, n'a reçu que des remplacements que 6 semaines plus tard. Lieutenant-colonel John Clough. Dudley Thompson du 7e blindé a résumé, Whitman était brillant, sans aucun doute. Mais le génie s'épuise. La production industrielle, non. Il pouvait détruire nos chars plus rapidement que nous ne l'avons fait mais nous pourrions les remplacer plus rapidement qu'ils ne le relèvent. Et les chiffres n'ont pas raconté toute l'histoire. Chaque Sherman dépendait d'une chaîne logistique qui a livré, sans échec. 150 gallons de carburant tous les 100 miles. 104 projectiles, charge de base. 30 gallons d'huile et de lubrifiant. Pièces de rechange, blocs de tapis roulant, roues, filtres. Nourriture pour 5 équipages. La logistique américaine s'est réalisée. Le Great Ball Express, opérant d'août à novembre 1944, employait 6000 camions en passant par les plages de la Normandie à la première ligne. En une seule journée, le 29 août 1944, livré 12 342 tonnes de fournitures. 800 000 gallons de carburant. 3000 tonnes de munitions. Colle pour 28 divisions. Déjà un Tigre requis. 650 gallons de carburant tous les 60 miles. 92 projectiles, charge de base. 100 gallons d'huile et de lubrifiant. Pièces spécialisées, fabriquées uniquement en Allemagne. Carburant à octane élevé, de plus en plus rare. La logistique allemande a ruiné sous son propre poids. Un bataillon de Tigres se déplaçant 100 miles a consommé 40 000 gallons de carburant que la plupart des dépôts allemands ne pouvaient stocker. Le moteur Maybach HL 230 P45 nécessitait un carburant que l'Allemagne pouvait à peine produire. En août 1944, le sergent Wolfgang Schlick de Schwer Panzerabteilung 506 a rapporté « Nous avons 6 opérationnels mais du carburant à un maximum de 30 km. » Pendant ce temps, les Américains. Ils ont défilé devant nos positions cachées dans des colonnes sans fin. Nous n'avons pas entendu. Nous pourrions détruire une douzaine, 2 douzaines, puis pour regarder, impuissantes, tandis que les centaines qui sont revenus nous ont écrasés sous leur poids. Les Sherman n'étaient pas seulement nombreux, ils ont été conçus pour une guerre de friction que l'Allemagne ne pourrait jamais gagner. Alors que les Tigers ont exigé des ingénieurs de précision, les Américains ont construit une machine que toute formation de base recrutée pourrait corriger sur le champ de bataille. La transmission complète pourrait être échangée en 4 heures. Un tapis roulant endommagé, remplacé en 90 minutes. Un moteur défectueux. 6 heures de travail avec des outils standards. Chaque composant était accessible sans démanteler la moitié du réservoir, contrairement aux puzzles mécaniques allemands. Et puis il y avait le blindage en pente, que les puristes se dédalent inférieur à la verticale du Tigre à 100 mm.
Mais cette même inclinaison avait un avantage mortel, les plaques endommagées pouvaient être coupées et soudées par n'importe quel mécanicien décent avec une torche. Le sergent technique Robert Hurley, chef de la maintenance de la 3e division blindée, résumait avec une précision chirurgicale, Sherman était comme un tracteur agricole avec armure. Tout garçon qui avait déjà déménagé dans le père de John Deere ne comprenait pas le système. Pendant ce temps, l'entretien d'un Tigre était un cauchemar de complexité. Le système de roues entrelacées, brillant pour la distribution de poids, nécessaire pour retirer jusqu'à 9 roues juste pour changer un interne endommagé. Une œuvre de 12 heures dans des conditions idéales. La transmission, un chef-d'œuvre d'ingénierie à 8 vitesses, a nécessité des outils spécialisés et mécaniques formés pour toute réparation sérieuse. Le moteur Maybach puissant mais capricieux avait besoin de réglages constants. Feldwebel Hans Bové, mécanicien du Schwer Panzerabteilung 502, a décrit la réalité brute en Russie, nous avons eu un Tigre avec une transmission endommagée. La pièce de remplacement était en Allemagne. Il a fallu 3 semaines pour arriver. En Staline il a besoin de retirer la tour. Nous avions besoin d'une grue à 15 tonnes. Il n'y en avait pas disponible. Tiger était debout, inutile, pendant 2 mois tandis que Sherman nous dépassait tous les jours. Jusqu'au milieu de 1944, les mathématiques de production avaient créé une crise de la cascade que l'Allemagne ne pouvait pas résoudre. Chaque Tigre nécessitait une équipe de 5 experts hautement qualifiés. Commandant, minimum 6 mois d'enseignement. Scoré, 4 mois de formation spécialisée. Chargé, 2 mois de préparation. Conducteur, 4 mois dans des réservoirs lourds. Opérateur radio au tireur de coque, 3 mois de formation. Former une équipe complète de 0 consommer 19 mois d'instruction. L'Allemagne a perdu l'équipage des Tigers plus rapidement qu'il ne pourrait les remplacer. Lorsque le Tiger 007 a été détruit près de C le 8 août 1944, emmenant Michael Whitman et son équipe, pas seulement 5 hommes qui sont tombés. C'était l'âge de 60 mois d'une formation irréprochable et des années d'expérience au combat, évaporées en une seule explosion. Les Américains, en revanche, n'ont fait face à aucune crise. En 1944, Fort Knox a formé 2000 équipages Sherman complets par mois. La normalisation était l'arme secrète, toute équipe pouvait exploiter n'importe quel réservoir. Les blessés ont été remplacés par une piscine de 10 000 réservistes qualifiés en attente en Angleterre. Le sergent du personnel Lafayette P., commandant de Sherman dans The Mood, a illustré l'avantage américain avec une histoire révélatrice, nous avons perdu notre chargeur à Saint-Lô. En 2 heures, nous avions un remplacement qui s'était entraîné dans le même modèle exact à Knox. Il connaissait chaque compartiment de munitions, chaque contrôle. Nous n'avions pas perdu une seconde efficace. Si la Normandie prouvait l'impossibilité mathématique de la victoire allemande, le front oriental a révélé son caractère apocalyptique. Opération Bagration, lancée le 22 juin 1944, délibérément à l'occasion du 3e anniversaire de l'invasion nazie de l'URSS, a confronté le centre du groupe de l'armée à une réalité écrasante, 4080 tanks soviétiques contre 495 allemands, dont seulement 29 TIGs opérationnels. Mais les soviétiques avaient appris la leçon la plus précieuse des Américains, la philosophie de la production de masse. Un TE-34 grossier par rapport à Tiger a été construit en 3000 heures. Man Tiger a demandé 300 000. Jusqu'au milieu de 1944, les usines soviétiques ont livré 2000 TE-34 par mois. L'équation était simple et brutale, lorsque les Allemands ont détruit 3 chars soviétiques, 5 sont apparus. Quand ils en ont détruit 5, 10 ont pris leur place. Hauptmann Ernst Lindemann de Schwer Panzerabteilung 505 a enregistré l'horreur numérique dans son journal. 5 juillet, nous avons détruit 16 TE-34 près de Minsk. 6 juillet, 22 les nouveaux TE-34 sont apparus. Nous avons détruit 11. 7 juillet, 45 TE-34 attaqués. Nous avons massacré 19 avant de manquer de munitions. 8 juillet, 60 TE-34S. Nous avions 2 Tigres opérationnels. Nous nous sommes retirés. Les Soviétiques avaient adopté la philosophie américaine non réservée, le montant à leur propre qualité. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont reçu 4100 de Sherman via le pré-bail que 3 fois le nombre total de Tigres déjà fabriqués dans l'histoire. La campagne italienne a offert à l'équipage allemand une vision encore plus claire de la puissance industrielle américaine. Le terrain confiné a annulé la partie de l'avantage de Tiger, forçant le combat à distance. Mais le vrai coup psychologique est venu du taux de remplacement. Dans la bataille de Monte Cassino, Oberfeldwebel Friedrich Bussche de Schwer Panzerabteilung 508
a gardé un record méticuleux. 15 février, nous avons détruit 4 Sherman près de la route 6. 16 février, 8 nouveaux Sherman dans la même position. Nous en avons abattu 3. 17 février, 12 Sherman attaquants. 18 février, nous comptons 22 Sherman. Nous avions 4 Tigres opérationnels, avec 12 projectiles par réservoir. L'effet psychologique était dévastateur. Geoffrey T. Helmut Wagner a écrit à sa femme, « Nous sommes Sisyphe poussant la colline de pierre au-dessus. Chaque SH. Herman que nous avons détruit est remplacé par 2. Chaque équipage que nous avons éliminé ressemble à un fermier récoltant du blé, mais le champ renaît la nuit. » Et puis il y a eu des bataillons de récupération américaines, qui ont transformé le désespoir. Le 16e bataillon de récupération blindé sauvé et fixé chèrement endommagé que les Allemands n'ont pu confirmer leurs victimes. Il a décrit l'efficacité implacable, nous le faisions du Sherman brûlé le matin. Les Allemands l'ont marqué comme détruit, et 3 jours plus tard, ils ont de nouveau affronté le même réservoir. Ces nombres froids ont pris vie dans les usines américaines, où chaque pièce produite avait un visage et un but. À Détroit Tank Arsenal, une affiche suspendue au-dessus de la chaîne de montage a clairement indiqué « Chaque réservoir que nous construisons est une vie sauvée ». Marie Krivski, un immigrant polonais qui soudait 16 heures par jour pendant l'invasion de la Sicile, a résumé l'esprit qui a déplacé la production « Mon frère était en Italie avec la première division blinde. Chaque Sherman que je répandais pourrait être ce qui ne le ramènerait. Personne ne s'est plaint. La ligne ne s'est jamais arrêtée. L'usine a fonctionné 24 heures sur 24, 365 jours par an, en 3 quarts ininterrompus. À Noël 1943, 95% des travailleurs ont connu un temps volontaire supplémentaire. Qui avait disparu a reçu des visites de collègues offrant de l'aide. L'absentéisme était inférieur à 2%, alors que dans les usines allemandes en 1944, elle a atteint 15%. Là, la réalité était différente. Les attentats alliés ont constamment interrompu la production. L'usine en Shell, seulement entre octobre 1943 et mars 1945, a été atteinte 39 fois. Chaque attaque a paralysé la production de Tigres pendant des jours ou des semaines. La main-d'œuvre qualifiée a été appelée pour remplacer les victimes sur le devant. À la fin de 1944, 40% des travailleurs étaient des esclaves, qui nécessitaient des gardes, une efficacité réduite et une moralité érodée. Friedrich Müller, inspecteur des usines allemandes, rapportait en novembre 1944. 45 Tigres dans la paperasse, seulement 12 opérationnels. Les autres ? Arrêtés faute de pièces, de carburant ou de travail qualifié pour les réparer. Les moteurs Maybach HL 230 surchauffés après quelques heures d'utilisation, nécessitant des échanges de bougies constants et des ajustements du système d'injection, lorsque les pièces étaient disponibles. Les KG 61/400/120, conçus pour distribuer le poids du monstre de 68 tonnes, ont été déchirés sur un terrain robuste, et chaque réparation a consommé des heures de travail que nous n'avions pas. Pendant ce temps, American Sherman, avec leur caoutchouc et les tapis de suspension VVSS simplifiés, avançaient par la boue, la neige ou les décombres avec un entretien minimal. Un mécanicien américain pourrait changer le moteur Continental R975 d'un Sherman en 6 heures. Changer le moteur d'un Tigre ? 3 jours, si les outils spéciaux n'avaient pas été détruits dans les bombardements. La logistique était un cauchemar auto-imposé. Chaque Tigre nécessitait 18 roues de support, 96 épingles sur tapis roulant et 3 types de roulements différents, tous faits de tolérances millimétriques que les usines surchargées ne pouvaient pas maintenir. Une seule broche de tapis roulant défectueuse a paralysé le réservoir. Les Américains, en revanche, ont tout standardisé. Sherman a utilisé 76 pièces critiques interchangeables avec d'autres véhicules de l'armée. Si un roulement s'est cassé, l'un d'un camion GMC a été pris. Si la transmission a échoué, elle a utilisé celle d'un Wolverine M10. L'Allemagne a combattu avec 12 modèles différents de tapis roulants juste pour ses réservoirs lourds. Les États-Unis n'ont produit que 2 types, et les 2 ont fonctionné. Le résultat a été prévisible. À Normandia, Schwer Panzerabteilung 503 a commencé la bataille avec 45 Tigers. Après 2 semaines, 3 étaient opérationnels. Les autres ? 20 détruits au combat, 12 abandonnés faute de carburant, 10 immobilisés par des échecs mécaniques. Pendant ce temps, la 2e division blindée américaine a perdu 187 Sherman au cours de la même période et en a reçu 210 nouvelles avant. Est-ce à la fin du mois ? Le lieutenant-colonel Helmut Riedgen, commandant du 503e bataillon,
écrit dans son journal le 20 juillet 1944, « Nous avons reçu l'ordre de contre-attaquer avec 8 Tigres. Seulement 2 ont commencé. Les autres? Un sans essence, 3 avec une transmission cassée, 2 avec des moteurs grillés. Les Américains avancent avec 50 Sherman. Ce n'est pas une bataille. C'est une exécution. La supériorité technique du Tigre n'avait aucune importance lorsqu'il ne pouvait pas atteindre le champ de bataille. Ou quand il est arrivé, mais qu'il n'a pas pu tirer. Le canon kilowatt K43 de 8,8 cm du King Tiger était un chef-d'œuvre d'ingénierie, précision chirurgicale à 3000 mètres, capacité de percer 200 mm de blindage à 1000 mètres. Mais à quoi bon quand 70% des obus étaient des obus d'entraînement, en béton, parce que l'Allemagne n'avait pas assez de tungstène pour les munitions perforantes? Les Américains, de leur côté, produisaient 250 000 obus APC-BC de 76 mm par mois en 1944. Chaque Sherman transportait 97 obus et s'il venait à manquer, d'autres arrivaient dans des camions qui n'étaient pas bombardés car les Alliés dominaient le ciel. Même l'équipage était un luxe que l'Allemagne ne pouvait plus se permettre. En 1943, un tireur Tigre s'entraîne pendant 6 mois avant de partir au front. En 1945, 6 jours. Le lieutenant Erich Schneider du 501e bataillon SS raconte sa dernière mission, « Mon chargeur avait 17 ans. Il n'avait jamais chargé un obus de 88 mm auparavant. Maître. Nous tirons en premier. Nous avons commis une erreur. Ce n'est pas le cas. Le Tigre a été touché 3 fois avant d'exploser. La tourelle, avec son blindage de 180 mm, a résisté au premier impact. Le second a percé le côté, 80 mm. Le troisième a touché le dépôt de munitions. 4 hommes sont morts sur le coup. Le cinquième, Schneider, a survécu, seulement pour être capturé et entendre le commandant américain dire « Vous avez les meilleurs chars. Nous avons les meilleurs chars en nombre. » C'étaient les mathématiques de la guerre. Et les calculs ne mentaient pas. La guerre n'a pas été menée uniquement avec de l'acier et du feu, mais aussi avec des tableurs et des horloges. Alors que les Allemands considéraient les chars comme des joyaux rares, les Américains les géraient comme des marchandises dans un entrepôt infini. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, effectif total, 11 opérationnels, 8 en attente de transmission, 6 ayant besoin de moteur, 12 avec des chenilles endommagées, 8 avec de multiples pannes. Chaque ligne de ce rapport était un verdict. Pour garder un Tigre au combat, il fallait en cannibaliser 3. Les Américains ont abandonné les Sherman détruits et en ont reçu de nouveau le lendemain, souvent meilleurs que les originaux. Au début de 1945, la production américaine n'avait pas seulement augmenté en quantité. Avait créé quelque chose de bien plus mortel, la liberté stratégique. Tandis que les commandants allemands transpiraient sur des cartes, calculant si chaque opération valait le sacrifice d'un Tigre irremplaçable, les généraux américains traçaient des flèches sur le territoire comme s'ils jouaient aux échecs avec des pièces infinies. Omar Bradley l'a résumé avec une froideur effrayante, « Nous savions que nous perdrions 4 Sherman pour chaque Tigre abattu. Nous savions aussi que nous avions 10 Sherman pour chaque Tigre. Le calcul était simple. Nous pouvions nous permettre le prix. Eux ne pouvaient pas. Et le prix à payer était le sang et la paralysie. Les Allemands ne combattaient pas seulement des chars, ils combattaient une équation qui les écrasa lentement. En mars 1945, les ordres étaient clairs, les Tigres ne s'engageraient qu'en cas d'absolue nécessité. Non pas par lâcheté, mais par désespoir. Le général-major Wolfgang Lange, commandant des restes de la Panzer Division, a décrit le dilemme avec une amertume qui résonne encore, « J'avais 8 Tigres et 900 Sherman dans mon secteur. Si je révélais leur position, l'artillerie et l'aviation les détruiraient. Si je ne les utilisais pas, les Sherman nous renverseraient. Nous en étions réduits à assister à notre destruction à travers le des sites, en tant que spectateurs d'un enterrement, nous savions être les nôtres. » Lorsque l'Allemagne s'est rendue le 8 mai 1945, les totaux de production ont raconté l'histoire complète, et c'était une exécution en nombre. Tiger I, 1347 unités, produites entre août 1942 et août 1944. Tiger II, King Tiger entre 489 et 492, de janvier 1944 à mars 1945. Total Tigers, environ 1839. Maintenant le Sherman, 49 234 aux États-Unis seulement, de février 1942 à juillet 1945. Plus de 1000 fabriqués par le Royaume-Uni et le Canada. Total Allied, plus de 51 000. Ratio final, 27,7 Sherman pour chaque Tigre.
Mais les chiffres ne s'arrêtent pas là. En mai 1945, moins de 20 Tigres étaient toujours opérationnels à Wehrmacht. Les Sherman ? 35 000 dispersés dans le monde. Des équipes formées ? L'Allemagne comptait moins de 200 pour les Tigres. Les Américains, plus de 40 000 pour Sherman. 30 ans plus tard, en 1975, une réunion à Fort Knox a rejoint les vétérans des deux côtés. Les conversations ont révélé une vérité cruelle, la guerre n'avait pas été perdue dans les champs de bataille, mais sur les lignes d'assemblage. Otto Carius, le deuxième plus grand des réservoirs allemands, avec plus de 150 victoires, était simple, nous n'avons pas combattu les Américains. Nous nous sommes battus contre les mathématiques. J'ai détruit 10 Sherman, et 20 sont apparus. Ce n'était pas un combat, c'était de l'arithmétique. Nous étions des calculatrices essayant d'arrêter une avalanche avec une excellence individuelle. Le sergent Clyde Brunson, qui a survécu à 3 Sherman détruits sous son commandement, a répondu franchement, Otto a raison. La plupart d'entre nous ne l'ont pas été. Nous n'avons pas dû l'être. Nous devions être suffisants. Et beaucoup. Les guerres ne sont pas gagnées par des héros, mais en roulant des tapis roulants. Le moment plus net est venu lorsque l'ancien Hans von Luck, l'un des derniers commandants de Tiger, a demandé aux Américains, « Saviez-vous ? Saviez-vous que vos chiffres nous noieraient, peu importe notre compétence ?» Le sergent Ray Hopkins, avec la franchise brutale dont il a trop vu, a répondu, « Nous savions. » Chaque dépôt de remplacement que nous traversions avait des centaines de nouveaux Sherman. Chaque carte à domicile parlait d'usines travaillant 3 équipes. Nous savions que vous ne nous battions pas, nous nous battions pour toute l'Amérique. Nous nous sentions presque désolés. Et la machine ne s'est pas arrêtée. Avec des milliers de Sherman, les Américains pouvaient se permettre d'inventer. Des variantes spécialisées ont émergé comme des champignons après la pluie, Firefly, avec le canon britannique à 17 pins, Jimbo, blindé comme un coffre-fort, Calliope, avec des lance-roquettes, le Crabe, avec un rouleau à la baisse, le Dédé, amphibien, le boule entier, avec la lame de bulldozer, Crocodile, avec des lancements de flammes. Allemagne ? Il pouvait à peine produire des Tigres standards. Chaque modification expérimentale était un coup dans le pied lui-même, comme Sturmtiger, qui a détourné des ressources précieuses pour créer seulement 18 véhicules, des monstres lents et inutiles lorsque ce qui manquait était des réservoirs de bataille. Même dans les pièces de rechange, la différence était obscène. Des dépôts américains ont stocké 50 000 types différents de composants Sherman. Toute pièce est venue à n'importe quelle unité en 72 heures. Les Allemands ? Ils ont attendu des mois pour un moteur ou un tapis roulant. Souvent, la seule pièce de rechange était un autre Tigre opérationnel, démantelé pour garder un frère jumeau au combat. Le sergent technique Mike Kozlowski, qui a géré un dépôt avancé en Belgique, a décrit l'excès américain avec un ton presque coupable, nous avions des entrepôts pleins de tout, moteurs, transmissions, canons, tapis roulants. Une unité a demandé des pièces, nous avons rempli un camion et l'avons envoyé. Tout au long de la guerre. Les équipages vivaient des réalités opposées. Les Américains savaient que la survie était plus importante que l'héroïsme. Comme l'a dit le soldat Clarence Mouillet, notre lieutenant était clair, votre travail consiste à prendre vie et à passer à autre chose. Si vous voyez un Tigre, appelez de l'artillerie ou de l'aviation. Ne soyez pas des héros. Les héros meurent. Nous avons plus de bronzage. Qui a formé des équipages? Gardez-vous en vie et nous les garderons dans des réservoirs. Les Allemands? Chaque Tigre était une relique. Chaque équipage, un trésor, et pourtant ils ont été jetés contre des côtes impossibles, forcés de réaliser des proportions de massacre que les mathématiques ont rendues ridicules. Feldwebel Karl Brahman, un meilleur buteur de Tiger, a décrit le poids psychologique, nous savions que nous devions détruire 10, 20 chars ennemis juste pour justifier l'existence de notre Tigre. La pression était insupportable. Nous n'étions pas des soldats, nous calculions si nous avions tué suffisamment pour compenser les ressources que nous avons consommées. Derrière les chiffres, cependant, se trouvait l'infrastructure, et c'est elle qui a scellé le sort de l'Allemagne. Les usines américaines fonctionnaient dans la sécurité absolue. Détroit, Chicago, Pittsburgh, aucune bombe ne les a frappés. Les travailleurs sont arrivés reposés, nourris, motivés. Les matières premières coulaient sans interruption. Le contrôle de la qualité a garanti que chaque Sherman est sorti parfait. En Allemagne, l'enfer était routine. Anschel à Cassel a été bombardé 39 fois. L'Homme, à Nuremberg, 27 fois.
Les travailleurs ont passé les nuits dans les abris et les jours en train de retirer les décombres. Les matières premières sont arrivées lorsqu'ils pouvaient, si les voies ferrées, constamment bombardées, n'avaient pas été coupées. La qualité a chuté lorsque les travailleurs épuisés et le travail des esclaves ont fait des erreurs mortelles. Hans Müller, directeur de production de Henschel, enregistré dans son journal de l'agonie du système, octobre 1944. Hier, le raid a détruit l'unité de traitement thermique. Les plaques de blindage des Tigres devront aller à Essen, si les trains fonctionnent. Essen. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, Fisher Tank Arsenal, à Grand Blanc, Michigan, a travaillé comme une montre suisse. 4500 travailleurs ont travaillé sur des cars organisés en toute sécurité. Ils ont déjeuné à des cafétérias avec des aliments frais. Ces enfants sont allés à l'école. Leurs familles ont acheté sur des marchés bondés. La guerre, pour eux, était un travail, pas une lutte pour la survie. La différence n'était pas seulement dans les chars. C'est dans le système qui les a créés. Et lorsqu'un système peut produire 51 000 Sherman tandis que l'ennemi atteint à peine 2000 Tigres, la victoire n'est pas une question de moment. La production de masse n'était pas seulement une question de quantité, il s'agissait d'une amélioration continue, d'une courbe d'apprentissage que l'Allemagne ne pourrait jamais suivre. Chaque 1000 Sherman fabriqués, le coût par unité a chuté de 8%. Les améliorations dans une usine ont été immédiatement reproduites dans toutes les autres. Jusqu'en 1944, l'arsenal de Détroit a construit Sherman 60% plus rapidement qu'en 1942, avec moins de travailleurs. Le lieutenant-colonel Robert Young, analysant l'efficacité productive, a enregistré que les suggestions des travailleurs ont optimisé la production sans s'arrêter. Un travailleur, lorsqu'il appuyait sur des plaques d'acier, s'est rendu compte qu'un simple changement dans la séquence de soudage a permis de percer 4 minutes par réservoir. Mis en œuvre sur toutes les lignes, ce changement a permis d'économiser 3300 heures de production par mois, suffisamment de temps pour fabriquer 40 Sherman supplémentaires. Pendant ce temps, la production allemande se dirigeait dans la direction opposée. Chaque travailleur expérimenté a appelé le front à gauche une lacune de connaissance. Chaque matériau rare a forcé des substitutions improvisées qui ont compromis la qualité. Chaque bombardement allié a dispersé les usines pour des installations plus petites et moins efficaces. Le temps de construire un Tigre est passé de 300 000 heures de maison en 1942 à 450 000 en 1944. Chaque réservoir coûte plus cher, il a pris plus de temps et a nécessité plus de ressources à mesure que la guerre avançait, l'inverse exact de l'expérience américaine. La supériorité technologique de Tiger a caché un prix caché. Son moteur Maybach, avec 120 pièces exclusives, dépendait d'une poursuite. Celui de fournitures de plus en plus fragiles. La transmission complexe nécessitait des outils spécialisés. Le canon de haute précision nécessitait un entretien constant. Chaque avantage ajoute des couches de complexité. Sherman était l'incarnation de la simplicité victorieuse, ses camions partagés en moteur Ford GA, la transmission était une adaptation des modèles civils, le canon, une version modifiée d'une arme anti-aérienne. Tout a été testé, fiable et réparation avec des outils communs. Comme l'a montré le sergent Tom Williams de la 4e division, nous avons fixé des Sherman avec des pièces de camions, des jeeps, ce qui était à portée de main. Il avait besoin d'une pompe à carburant? Cela a fonctionné. Mais la supériorité productive américaine ne se limitait pas aux chiffres, c'est devenu une arme psychologique. Des prisonniers allemands ont été emmenés dans des parcs de chars où des centaines de nouveaux Sherman attendaient un déploiement. Ils ont visité des dépôts de réparation où des boucliers blindés endommagés sont retournés à la ligne de front en heure. A été témoin du déchet occasionnel de matériaux qui a révélé des ressources illimitées. Le lieutenant Friedrich Schulz, capturé après que son Tigre a été détruit près d'Arcan, a décrit l'impact de voir 500 Sherman prêts pour le combat. L'officier américain a déclaré qu'ils avaient reçu 500 par mois juste pour ce secteur. À ce moment, j'ai réalisé que chaque Tigre que nous avions détruit a fait une différence. Des combattants expérimentés ont sapé la moralité des équipages qu'ils ont encore formés dans les quelques Tigres restants. Jusqu'à l'hiver 1944 à 1945, la différence de maintenance était devenue absolue. Les unités américaines ont conservé 90% de leur réservoir d'exploitation, malgré le combat et le climat. Les unités de Tigers ont eu du mal à maintenir 20% dans des conditions de lutte, même sans agir. Le journal de guerre du 56th et VP Bataillon en janvier 1945 révèle, efficace, 45 King Tigers. Opérationnel, 8 en attente de réparation, 37. Parmi ceux-ci, 12 besoins de moteur,
pas disponibles, 15 transmissions, seulement 2 dispositifs disponibles, 10 composants multiples, non disponibles. Pendant ce temps, le 37e bataillon de la 4e division blinde. Opérationnel, 51. En attente de réparation, 2, sera achevé jusqu'à la tombée de la nuit. Tank de rechange disponible dans le dépôt. 15 équipages de remplacement prêts à l'emploi, 3 équipes d'experts plus individuelles complètes. L'ironie finale est survenue en avril 1945, lorsque les forces américaines ont traversé le Rhin et ont laissé des centaines de Shermans endommagés, si abondants, cela ne valait pas la peine de les réparer. Les Allemands, désespérés pour les blindés, ont tenté de récupérer et de réparer les mêmes réservoirs qu'ils ont autrefois dédiés. Le cercle s'est fermé, Wehrmacht, qui avait commencé la guerre chaleureuse de sa supériorité technologique, a maintenant emballé les restes de l'ennemi. Les Tigres, trop complexes pour être conservés sans infrastructure allemande, ont été abandonnés faute de carburant ou de réparation simple. Sherman, robuste et simple, a été mis en service par l'ennemi lui-même. Le major Wilhelm Müller, commandant un groupe de combat de fortune dans la défense de Nuremberg, a enregistré l'humiliation finale. Mon unité se compose de 3 Tigres, un opérationnel, 8 Sherman capturés et réparés, 12 voitures de vol et divers véhicules sur roues. La guerre ne s'est pas terminée par des batailles d'armure épiques, mais avec des colonnes américaines avancées dit. Avant les géants allemands abandonnés. Les Tigres sont allongés par les routes, sans carburant, sans munitions, sans pièces de rechange. Leurs équipages, les meilleurs chars du monde, techniquement parlant, sont rentrés chez eux, vaincus. Les colonnes Sherman ont suivi vers l'avant, chaque perte immédiatement remplacée par l'inondation ininterrompue qui coulait des ports de l'Atlantique. Son équipage, formé d'une manière appropriée et absolument confiante dans sa chaîne d'approvisionnement, a à peine regardé les monstres allemands abandonnés. Le général Dwight Eisenhower, alors qu'il se rendait à la défaite de l'Allemagne, a résumé avec une précision chirurgicale, « Nous n'avons pas remporté les chars allemands. Nous avons gagné la production allemande. » Chaque Tigre était une victoire tactique qui leur a coûté la capacité stratégique. Chaque Sherman que nous avons perdu a été remplacé avant de terminer le comptage de ses victimes. Les chiffres finaux révèlent les mathématiques implacables de la victoire. Temps de production, 300 000 à 450 000 heures d'hommes par Tigre contre 17 000 à 48 000 par Sherman. Un seul Tigre était équivalent à l'effort de construction de 6 à 26 Sherman. Coût, 250 000 à 300 000 Reichsmark pour Tiger contre 44 000 à 64 000 $ par Sherman, 1945 valeur corrigée. Consommation de carburant, 2,75 gallons par mile, Tigre, contre 0,5 gallons, Sherman. Un Tigre a brûlé l'équivalent de 5,5 Sherman en carburant. Entretien, 10 heures de maintenance pour chaque heure de fonctionnement du Tigre. Un Sherman a eu besoin de 1 heure de maintenance toutes les 10 heures d'utilisation. La relation? Un Tigre a exigé l'équivalent de l'entretien de 100 Sherman. Formation, 19 mois hommes pour un équipage de Tigre de 5 mois pour un de Sherman. Le temps pour former une équipe Tiger a formé 4 équipes Sherman. L'analyse d'après-guerre des officiers américains et allemands est arrivée à la même conclusion, Tiger était peut-être le meilleur réservoir de la Seconde Guerre mondiale à titre individuel. Sherman au maximum était adapté au combat en face à face. Mais les guerres ne gagnent pas d'excellence individuelle. Ils sont gagnés par la supériorité systémique. Comme l'a écrit le colonel Robert Cameron dans l'histoire officielle de l'armée américaine, Sherman n'a pas triomphé malgré sa médiocrité, mais à cause de cela. Sa simplicité a permis à la masse. Et la masse, lorsqu'elle est déplacée par un système imbattable, écrase même les Giants. Sa production de masse n'était pas seulement un avantage, c'était une philosophie de guerre. Alors que le Tigre a nécessité des mois de travail artisanal, des centaines d'heures d'ajustement mince et de composants si spécialisés que tout dommage signifiait des semaines de réparation, lorsque la pièce a pu être trouvée, Sherman est sorti des lignes de montage comme des pains d'une boulangerie industrielle, 932 unités par mois au plus fort de la production. Cette cadence n'était pas accidentelle, c'était stratégique. Chaque Sherman qui a roulé en avant a été un coup dur pour le système de logistique allemand, un défi que son économie de guerre, déjà asphyxiée par les bombardements et la rareté des ressources, ne pouvait tout simplement pas correspondre. La fiabilité de Sherman n'était pas un détail technique, c'était une arme psychologique. Alors que les équipages de Tiger savaient que chaque bataille pourrait être sa dernière, car il n'y aurait pas de substitut, les Américains ont avancé avec la certitude mathématique qu'un autre réservoir était déjà en route. Cette différence s'est traduite en tactique, les Allemands ont eu du mal à préserver leurs précieuses machines,
se retirant souvent pour des réparations ou en prenant des risques inutiles pour sauver un tigre endommagé. Les Américains, formés pour traiter Sherman comme des outils jetables, se sont concentrés sur la mission. Si le réservoir prend feu, sortez et en prenez un autre, a ordonné l'Emmanuel. Cet état d'esprit n'était pas bâclé, c'était une efficacité brutale. Alors que les Allemands perdaient des hommes essayant de sauver des chars, les Américains ont sauvé les hommes en sacrifiant des chars. Les chiffres ne mentent pas, mais ils crient. Sur les 1347 tigres produits, environ 60% ont été détruits au combat ou abandonnés par manque de carburant ou de pièces. 49 234 chèrements, plus petits. 10% ont été irréversiblement perdus, et même ceux-ci ont été rapidement remplacés. Le compte est simple, pour chaque tigre qui est sorti de l'action, l'Allemagne a perdu un actif irremplaçable. Pour chaque Sherman détruit, les Alliés ont perdu une heure de production. Cette asymétrie a transformé la guerre en un jeu de patience industrielle, et l'Allemagne, avec son obsession de la perfection mécanique, a été condamnée du premier mouvement. Le général Friedrich von Mellenthin, l'un des rares stratèges allemands qui a compris la défaite systémique, a résumé avec une froideur qui encore rapidement, nous avons construit 1347 tigres. Ils ont construit 49 234 chèrements. Le reste est une petite conversation. Ce n'était pas une question de courage, de tactique, pas même de qualité intrinsèque. Il s'agissait de savoir qui pouvait faire des erreurs plus souvent et pourtant gagner. Les Allemands ne pouvaient pas se permettre de perdre un seul tigre. Les Américains pouvaient, et didactiquement, perdant 10 chèrements à chacun de chacun qui a massacré et a pourtant gagné. C'était l'arithmétique implacable que les généraux allemands, créés dans la tradition de Kessel-Schlacht et le coup d'état décisif, ne pouvaient tout simplement pas comprendre. Et les conséquences humaines? Ensuite, le projet de loi devient tragique. Sur environ 8000 hommes qui ont géré des tigres, moins d'un quatrième a survécu à la guerre. Pas par manque de compétences, les équipages de Tiger étaient les meilleurs Wehrmacht formés et disciplinés, mais parce que leur doctrine les a forcés à se battre jusqu'à la fin par des machines qui ne pouvaient pas être remplacées. Les Américains, en revanche, ont traité leurs réservoirs comme des extensions jetables d'un système plus grand. On nous a appris que les chars étaient remplaçables, pas l'équipage, se souvient le sergent John Irwin, qui a survécu à 3 chèrements détruits sous son commandement. Les Allemands se sont battus comme si leur tigre était fait d'or. Pour eux, ils étaient morts. La production de masse n'était pas seulement un avantage matériel, c'était un avantage moral. Elle a permis aux soldats de se battre avec la certitude que même si tout allait mal, il y aurait une deuxième chance. Pour les Allemands, chaque bataille a été un pari final. Cette leçon résonnait bien au-delà de 1945. Les Soviétiques, qui avaient observé de près la puissance de la production américaine, ont appliqué le même principe avec le TE-34 puis avec le TE-54/55, le réservoir le plus produit de l'histoire, avec plus de 100 000 unités. Pas par hasard, c'est la voiture de combat qui a défini la guerre froide. L'Allemagne, à son tour, a appris la leçon de la manière la plus douloureuse, dans l'après-guerre, ses ingénieurs, les mêmes qui avaient créé un Léopard projeté en tigre, un réservoir qui a priorisé la fiabilité et la facilité d'entretien de la complexité superflue. L'industrie allemande, reconstruite sous les principes de la production américaine qu'ils ont apprises pendant l'occupation, est devenue le moteur de fabrication en Europe. L'ironie coupe, le pays qui a perdu la guerre pour son incapacité à produire de la masse est devenu des décennies plus tard comme un symbole mondial de l'efficacité industrielle. En 1985, lors d'une réunion d'anciens combattants à Fort Knox, la discussion Tiger contre Sherman a finalement reçu son verdict définitif. Otto Carius, aux chars allemands avec 150 victoires confirmées, regardant un Sherman restauré, a admis avec sincérité que seul l'âge et la défaite permettent, Tiger était un chef-d'œuvre. Dans un duel, gagnerait n'importe quel réservoir de guerre. Mais les guerres ne sont pas des duels. C'était la reconnaissance que dans une guerre industrielle, l'herbe gagne toujours la faux. D'un autre côté, le sergent Wardell Henderson, qui a dirigé 5 Sherman différents à travers la France et l'Allemagne, a résumé la philosophie gagnante avec l'éloquence pragmatique d'un homme qui a vu de mai. Pour être séduit par les mythes, je n'ai jamais voulu affronter un tigre. 1 contre 1, nous perdrions. Mais nous n'avons jamais combattu 1 contre 1. Nous avons combattu 5 contre 1, 10, avec le soutien de l'artillerie, de la couverture aérienne et des réservoirs de réserve en attente. Tiger était le meilleur réservoir. Aujourd'hui, cette vérité résonne même dans les enchères de chars restaurés. Un tigre d'origine, lorsqu'il apparaît, et n'est que 7 en mesure de travailler dans le monde, atteint les prix à des millions.
Chèrement à restaurer? Des dizaines de milliers de dollars. Des centaines courent encore sur tous les continents. Même dans la préservation, la différence de production persiste. Au musée Fort Knox, un Tiger I et un M4A3 Sherman sont côte à côte. L'assiette dit tout, Tiger I, 1347 produits. Ce réservoir a détruit environ 40 véhicules alliés. M4A3 Sherman, 49 234 produits. Des réservoirs de ce type ont libéré l'Europe. Il n'y a pas besoin de plus de mots. Les mathématiques de la victoire ne pouvaient pas être plus claires.